dans la littérature française. Vous êtes aussi illustre comme romancier que comme auteur dramatique. Et cette gloire s'accroche à vous depuis longtemps. En 1922 déjà, Romain Rolland écrivait dans son journal intime « J'ai de mon côté la joie de découvrir un jeune écrivain français de génie, Henri de Monterland. » Vous n'aviez alors publié que de romans. En 1939, Bernanos, lui, écrivait « Le plus grand, peut-être, de nos écrivains ». Henri de Monterland, vous êtes le premier auteur vivant entré dans la collection des classiques, Larousse, Pléiade, Hachette. Ce que vous avez voulu livrer de votre vie, vous l'avez mis dans votre œuvre. Vous êtes secret, et ce secret inquiète, attire, passionne, parce que vous vous éloignez, on se prend à se rapprocher de vous. Henri de Monterland, vous êtes né à Paris le 21 avril 1896, vous avez donc 74 ans, toujours une démarche d'athlète, votre œuvre est immense, dense et, je le dis, tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, cela vous gêne-t-il de recevoir tant de compliments ? Eh bien, ça ne me gêne pas quand je les vois écrits, ça me gêne un petit peu lorsqu'on les dit devant moi. Je trouve que l'habitude qu'il y avait autrefois dans les messes de mariage de faire l'éloge des familles, qu'il y a encore dans certaines compagnies aujourd'hui de faire des éloges de la personne qu'on y reçoit, est une chose qui est un petit peu gênante pour la personne qui les écoute. Et moi-même, je n'ai jamais, quand on a fait des débats sur mes ouvrages ou quand on fait des conférences sur moi, je n'y assiste jamais. De toute manière, vous ne vous étonnez pas d'être si haut. Je ne sais pas, que voulez-vous dire par cette question ? Si bien installé dans la gloire. Je ne sais pas. Enfin, j'ai désiré, quand j'étais jeune, avoir une certaine notoriété que j'ai obtenue, c'est tout. Henri de Monterland, on vous connaît, mais j'aimerais vous faire connaître mieux. D'abord, vos origines, vous descendez des Milons, que Louis XIII anoblit pour fait de guerre, et vous portez 2 épées en sautoir dans votre blason. Est-ce que vous êtes très attaché à tout ce qui est la noblesse ? Je ne suis pas du tout attaché aux questions de généalogie, et j'ai écrit une pièce entière sur la manie de la généalogie, pièce qui d'ailleurs n'a pas eu de succès, mais que je considère a continué à trouver très bonne, et qui sera, je crois, jouée non pas la saison prochaine, mais la saison après la prochaine, qui s'appelle Brocéliande, qui fut jouée à la Comédie Française. Pour ce qui est des histoires de noblesse, vous avez parlé de mes armes, qui sont en effet magnifiques, puisqu'il y a dedans une tour, des épées et des flammes. Et je dois vous dire que ces armes ont été usurpées par ma famille au XVIIe siècle, étant donné que nous sommes la branche cadette et que ce sont les armes de la branche aînée. Mais vous savez que en matière de noblesse, tout est usurpation, et particulièrement au XVIIe siècle, où on s'imagine que tout était très sérieux, l'histoire de la noblesse était une véritable rigolade, n'est-ce pas ? Et nos armes ont été prises simplement. Ça n'empêche pas qu'il y a eu en effet un acte d'anoblissement pour nous, mais les armes ne sont pas les nôtres. Henri de Monterland, aujourd'hui, la noblesse, c'est une chose sérieuse ? Je crois qu'il y a à peu près 5 ou 6 familles nobles en France, et tout le reste, c'est de la rigolade. Henri de Monterland, vous avez été élevé dans un milieu de femmes. Et j'aimerais que vous me parliez d'abord de la première, c'est-à-dire de votre mère. J'ai été élevé, en effet, surtout par ma mère et par ma grand-mère. J'avais aussi mon père. Mon grand-père est mort assez rapidement. Mon père, je l'aimais beaucoup, mais enfin, il s'intéressait beaucoup à moi. Mais enfin, je le voyais peu, il était plus froid. Tu sais. Pas d'intimité avec lui ? Non, pas d'intimité avec lui, tandis que j'ai eu une grande intimité avec ma mère, qui est une femme très gaie, très malade, mais très gaie, très spirituelle, très libre d'esprit, que j'ai mise un petit peu dans les garçons, tout en arrangeant tout cela comme on fait d'ordinaire. Et j'étais aussi très lié avec ma grand-mère, qui était une dame qui est morte assez âgée, et qui m'aimait extrêmement, je peux dire passionnément, comme ma mère, quand j'étais un enfant très aimé et très choyé. Et j'ai en effet été élevé par des femmes, c'est exact. Si j'ajoute en plus que j'ai toujours eu des gouvernantes jusqu'à 10 ou 11 ans, des gouvernantes anglaises ou françaises, donc ça faisait une 3e femme. J'ai donc, c'était exact, été élevé par des femmes. Je ne sais ce que ça a pu faire sur moi. Je crois que ça a développé chez moi une certaine sensibilité, que je crois est plus grande que chez la plupart des hommes.
Et je crois que mes relations avec ma mère ont été très intéressantes dans ma vie par ce mélange de liberté très grande qu'elle avait. Elle avait beaucoup d'esprit. Elle était très avancée pour son époque. Enfin, elle était d'une liberté. Les conversations que nous pouvions avoir ensemble quand j'avais 14 ou 15 ans sur des sujets impossibles, des sujets pré-freudiens, si j'ose dire, étaient fort extraordinaires. Ma grand-mère était aussi comme ça. Ma grand-mère était au courant de mes petites amies et tout ça. Elle trouvait ça très bien. Donc, j'étais élevé dans une atmosphère très libre par des femmes très différentes, dans un milieu où ma mère était malade depuis ma naissance. Je crois que vous le savez dans des livres. Je l'ai mis en réalité, ma naissance a causé une maladie de ma mère. Oui, vous avez dit, je suis né en la tuant. Je suis né en tuant ma mère, car elle a eu, si j'ai bien compris, une perte de sang qui l'a affaiblie. Elle est morte tuberculeuse au bout de 20 ans. J'ai donc vécu dans une atmosphère qui aurait dû être très triste et qu'en réalité, tant par mon caractère que par celui de ma mère, était très heureuse et très gaie. J'ai eu une enfance extrêmement joyeuse. Henri de Monterland, c'est votre mère qui vous a donné dans votre jeunesse ce goût pour la vie mondaine que vous avez abandonné très vite après. J'ai eu une année de vie mondaine, très exactement, et qui a été arrêtée en sortant du collège, et qui a été arrêtée d'abord par la mort de mon père, qui est mort en 1915, et ensuite par la déclaration de guerre qui a dissipé toutes les choses mondaines. Mais je dois dire que ces 15 mois de vie mondaine m'avaient beaucoup excité, beaucoup amusé. Contrairement à ce que l'on dit, j'étais un enfant qui aimait beaucoup vivre dans des communautés. Vous comprenez, j'adorais le collège. Là, c'est le mot solitude que vous voulez tuer. Oui, j'adorais la vie mondaine. Ensuite, j'adorais le stade. Ensuite, j'adorais la guerre parce que j'y retrouvais des camarades. Est-ce qu'on retrouve toujours chez vous, Henri de Monterland, le sang espagnol de votre père, enfin plutôt catalan? Ah, ça, je crois que le sang espagnol, c'est encore une blague, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on a trouvée dans ma famille, dans un manuscrit datant d'il y a environ 80 ans, on a trouvé famille d'origine catalane. Il est certain que mon père avait un type espagnol très accusé. Mais de traces écrites et sérieuses de ce sang espagnol, il n'y en a aucune. Mais enfin, il y a certainement écrit famille d'origine espagnole, les Monterland. J'ai vu ça, c'est écrit, ça a été écrit il y a 90 ans maintenant. Qu'est-ce qui a fait passer ça dans la tête du bonhomme qui l'écrivait? Je n'en sais rien. Mais enfin, naturellement, j'ai sauté dessus à cause des taureaux, j'ai majoré ça. Mais enfin, je crois que ça n'existe pas. Henri de Monterland, avez-vous été un élève brillant? J'étais un élève moyen. J'étais très bon en français et en latin, et j'étais nul, non, parce que je me donnais beaucoup de mal, mais je n'ai jamais eu de mémoire. Contrairement à ce que l'on croit de moi, je travaille sur des notes et sur des fiches, je n'ai pas de mémoire, je n'ai jamais eu quand j'étais enfant. J'ai été recalé à l'oral de mon bachot, à la première année. J'ai fait une année de droit où j'étais recalé avec 3 zéros parce que je n'avais pas de mémoire, n'est-ce pas? Et au collège, je me donnais beaucoup de mal pour des choses qui n'en donnaient aucune à d'autres, c'est-à-dire pour tout ce qui demandait la mémoire. Henri de Monterland, vous ne prêtez pas tellement d'importance au diplôme. Non, moi, ma famille n'attachait pas d'importance au diplôme, et ça lui aurait été égal si je n'avais pas passé mon bac. Mais enfin, c'est une chose qu'on faisait et qu'on continue à faire. Henri de Monterland, vous ne pensiez qu'à l'écriture, vous ne viviez que pour l'édition. J'ai eu ce goût d'écrire extrêmement jeune, parce que je commençais à écrire des petits romans, des petites nouvelles à l'âge de 8 ou de 9 ans, quelquefois en collaboration avec un de mes amis de collège, quelquefois seul, et que dès ce moment-là, disons, si vous voulez, à partir de 10 ans ou même de 9 ans, j'étais convaincu que je ne serais absolument qu'écrivain et que je ne serais rien d'autre qu'écrivain. Dans la vie, vos grandes découvertes, en dehors de la littérature, ont été, je crois, et Rome et l'Espagne. Rome, parce que c'était une véritable découverte d'une culture, et l'Espagne, c'est parce que c'était le taureau. Oui, l'Espagne, ça a été uniquement les taureaux, n'est-ce pas? Si j'ai aimé l'Espagne et le maître Santiago et tout ça, et tout ce que ensuite j'ai pu accrocher à ça, ça a débuté uniquement de l'amour de la tauromachie. Si la tauromachie s'était passée en Italie, j'aurais eu exactement le même phénomène pour l'Italie. Quant à Rome, j'ai été toute ma vie très passionné pour l'histoire romaine. Dès mon premier petit livre, si je peux dire, quand j'avais 9 ans et mon camarade avec qui j'écrivais 10 ans, était déjà un livre plus ou moins copié sur Quo Vadis, plagié de Quo Vadis. Et mon prochain livre, qui paraîtra cette année-ci, qui s'appelle Le 13e César, est aussi un livre uniquement sur les Romains. Est-il vrai, Henri de Monterland, qu'à un certain moment de votre jeunesse, vous êtes entré dans l'arène et qu'un taureau vous a secoué? J'ai tauré des petits taureaux proportionnés à mon âge, c'est-à-dire qu'il y avait, je crois, un an et demi, alors que les taureaux que l'on tue professionnellement ont 4 ans et quelquefois 5 ans, surtout 4 ans.
J'ai fait ça quand j'avais 16 ans, pendant les vacances du collège, en cachette de ma mère. Je me suis initié à la tauromachie et j'ai tué plusieurs petits taureaux dans une propriété privée. Mais ensuite, l'année d'après, j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu l'appendicite pendant l'été. Et puis ma famille a fini par le savoir et elle m'a empêché de retourner en Espagne. Mais alors je suis retourné en Espagne en 23 et en 25. Et là, j'ai de nouveau tauré des taureaux dans les élevages et j'ai été blessé en 1925. Lorsqu'on suit votre itinéraire géographique, on suit en même temps votre œuvre, Henri de Monterland. Oui, pendant une certaine partie de ma vie, car enfin mes voyages se sont complètement arrêtés en 1935. Il n'y a personne de plus sédentaire que moi depuis l'année 1935. Henri de Monterland, vous habitez près de la Seine, très près de l'Académie française, en face du Louvre, pas loin de la Comédie Française. Et l'aide nationale, de la Bibliothèque et nationale. Et près de Gallimard. Et à côté de Gallimard. C'est encore un bon lieu géographique. Je suis bien entouré. Musset, dit-on, a habité votre maison. Musset, selon le Rochegude, qui est le classique des rues de Paris, Musset et son frère Paul ont habité dans des mansardes de cette maison lorsqu'ils étaient très jeunes hommes. J'ai moi-même ici 3 mansardes, peut-être ai-je une des mansardes dans laquelle a habité Musset. Et ensuite, Musset est descendu, quand sa mère est morte, au premier étage, je crois, de cette maison, et il y a vécu encore très longtemps, et nous avons le journal de sa femme de chambre, dans lequel tout ça est situé d'une façon extrêmement précise. J'ajoute qu'il n'y a pas de plaque sur la maison, il pourrait y en avoir une. On a enlevé sa statue à la Comédie Française, ce qui n'est pas très gentil. Vous vous souvenez de cette statue horrible? Et il n'a pas de plaque ici. Enfin, il est très joué, c'est déjà quelque chose. Peut-être bientôt, il y aura-t-il 2 plaques. Musset, Monterland. Oh, moi, je ne tiens pas beaucoup aux plaques. Ni celles qu'on se met sur la poitrine, ni celles qu'on met sur les maisons. Vous ne croyez pas aux décorations? Non. Henri de Monterland, vous habitez un appartement assez exceptionnel, avec des masques, des têtes. Vous vivez au milieu de tout cela. Et je dois dire que c'est un début de musée. C'est presque un musée, c'est même un musée. C'est-à-dire que j'ai acheté pendant longtemps des têtes grecques et romaines, non pas du tout au hasard de mes voyages, comme on le croit, mais tout simplement à Paris, où il y avait à ce moment-là des antiquaires spécialisés dans ce genre de marchandises, si je puis dire. Et puis les divers pays qui les contiennent n'ont plus donné le droit de les exporter, et aussi le goût en est passé tout à fait. Personne, je crois, n'achète maintenant des antiques grecques et romaines, et il y a moi-même très longtemps que j'en ai acheté. J'ai en effet beaucoup aimé ça, bien que l'endroit où je vis, enfin l'intérieur où je vis, mais soit en réalité indifférent. Si tout ça était jeté à la Seine, ça me serait indifférent. C'est quand même une petite fortune. Sûrement, oui. Henri de Monterland, je le remarque, vous ne fumez pas. Ben vous non plus, parce que je remarque aussi que vous ne fumez pas. Mais c'est une délicatesse à votre endroit, car moi, hélas, je fume. Ah, vous fumez? Non, je ne fume pas. Non, je ne fume pas, c'est exact. Vous n'aimez pas la campagne? Oh, j'en ai horreur. Mais pourtant, certains de vos ouvrages, vous les avez écrits à la campagne. Oui, c'est-à-dire c'était dans des conditions un peu particulières. J'étais un peu pour des raisons de santé à Grasse, et alors je croyais qu'il fallait être beaucoup à l'air. Et alors, j'ai écrit plusieurs ouvrages. J'ai écrit La Reine morte et Fils de personne à Grasse. Et j'ai écrit ensuite Le démon du bien à Peracaba. J'écrivais en m'asseyant sur le bord de la route. Et le travail du style, j'avais un carton sur lequel était épinglé avec un trombone ma feuille. Et je faisais mon travail du style en marchant. Et c'était à une époque, c'était sous l'occupation. Les routes étaient donc complètement désertes. Et c'est ainsi que je passais des journées entières de 8 ou 9 heures dehors, ce qui soi-disant était bon pour ma santé. J'ai eu 2 congestions pulmonaires à cette époque-là. Et c'est ainsi que j'ai écrit. Mais enfin, on perd beaucoup de temps tout de même en écrivant dehors, parce que l'attention se disperse et j'ai renoncé depuis à ce système. Mais partir pour la campagne, ce n'est pas pour vous une évasion? Ah, j'ai horreur de la campagne. Elle me donne un profond cafard, elle me rend neurasthénique. Vous préférez Paris? Oui, j'aime les grandes villes. Je n'ai été heureux que Paris, à Marseille, à Nice, à Barcelone. Je n'aime que les grandes villes parce que j'aime me mêler à la foule, j'aime voir des gens. Je n'aime pas la campagne, qu'est-ce que je vous dis? Ça me donne même aller en auto à un certain endroit à la campagne, ça me rend presque malade. Henri de Monterland, comment travaillez-vous? Je n'ai aucune règle de travail.
Pas Je n'ai aucune d'heure règle de travail. Non, je suis toujours très dispo pour travailler et je n'ai vraiment pas, ça étonne les gens, je n'ai vraiment pas ni le matin, ni l'après-midi, ni le soir, je n'ai pas d'heure particulière pour travailler. Henri de Monterland, j'ai retenu de vous, entre autres phrases, celle-ci: il faut beaucoup de cœur pour aimer un peu. Alors, est-il si difficile d'aimer? J'ai voulu seulement dire que le vrai amour ne court pas les rues, qu'il est rare et que l'on s'illusionne en parlant toujours, mais que je crois qu'il faut avoir en effet beaucoup de cœur déjà pour aimer un peu. Vous êtes marié avec votre œuvre. Je suis marié avec mon œuvre, si on veut, et mes enfants sont mes œuvres, enfin, si on veut, ça fait un mélange. J'ai été fiancé 2 fois, je me suis défiancé 2 fois, non pas du tout par la faute des jeunes personnes, mais par ma propre irrésolution. J'ai d'ailleurs raconté tout ça plus ou moins dans Les Jeunes Filles. Étant donné qu'un jour je disais oui, le lendemain je disais non, alors c'était un traitement horrible à faire subir à des jeunes personnes que j'aimais bien, pensant que la femme me distrairait de mes ouvrages et me prendrait du temps, qu'il y aurait la soirée à sortir avec elle, il y aura à l'emmener dans des réunions, il y aura à passer des soirées avec elle, et que tout cela serait pris à mon œuvre, de sorte qu'en somme, on peut dire que j'ai préféré mon œuvre à ma femme. Mais j'ai été très influencé dans tout ça, c'est intéressant à le dire, par le mariage de Tolstoï et par le journal de Tolstoï, qui passe à peu près par les mêmes irrésolutions par lesquelles j'ai passé, et qui est une chose que je faisais lire à toutes mes fiancées, qui en sortaient épouvantées, parce qu'il donne toutes les raisons possibles contre le mariage. Ensuite, il s'est marié, il a eu, je crois, 10 enfants. Mais enfin, moi, j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie. J'ai pris un certain nombre de risques à la guerre et ailleurs. Et j'ai jamais osé prendre le risque du mariage, en quoi je suis peut-être moins homme qu'il ne faudrait. Mais enfin, je crois que la plupart de ceux qui se jettent dans le mariage s'y jettent aussi un petit peu par inconscience. L'abbé Minguier, dont vous avez dû entendre parler, bien que je l'ai connu un peu, on me disait, mais pourquoi est-ce que les hommes se marient? Il répondait par goût de la catastrophe. Eh bien, il y a des catastrophes où j'ai été par moments courageux, par moments peureux, mais j'ai craint la catastrophe du mariage. Et les jeunes filles, Henri de Monterland, procèdent de quelle intention? Les jeunes filles ont été une espèce de défoulement, comme on dit aujourd'hui, en sortant de mes secondes fiançailles qu'elles ont à peu près racontées, dans lesquelles j'étais fort énervé, fort exaspéré, beaucoup moins contre la jeune personne que contre moi-même, parce que j'ai mis une note comique dans ces romans, dont je ne sais pas si vous les avez lus il y a longtemps. Il y a un côté triple patte, mais on ne sait pas ce qu'aujourd'hui triple patte. Triple patte est un héros de Tristan Bernard, une pièce qu'on jouait dans mon enfance, et qui, le jour de la mairie, on l'attend, parce que c'était un jour où il était dans le nom, il n'arrive pas à la mairie. J'ai vraiment été triple patte moi-même. Je me suis défiancé sans d'ailleurs me brouiller du tout avec la jeune personne. Mais enfin, j'ai eu besoin de lâcher toute cette histoire fiançailles dans ces livres, et j'ai consacré 4 ouvrages. Aujourd'hui, Henri de Monterland, à 74 ans, vous vous dites peut-être parfois, je pourrais avoir des enfants. Non, d'abord, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de ne pas avoir d'enfants et qui en ont. Ça existe aussi. Et puis les enfants d'aujourd'hui, je vous avoue que c'est une chose à laquelle je pense beaucoup et qui m'attriste beaucoup, c'est que je serais effrayé de les voir dans des lycées, dans des universités, incapables de travailler. Moi, de mon côté, les aimant assez pour ne pas les envoyer à l'étranger, dans les universités, et livrés à la société d'aujourd'hui, ce serait une chose qui m'angoisserait beaucoup. Je ne peux pas dire que je regrette de n'avoir pas d'enfant légitime. Vous n'avez pas eu un cœur de mari, Henri de Monterland, vous me l'avez bien expliqué, puisque vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de vos fiançailles. Non, je ne suis pas un homme, d'abord, pour avoir des gens autour de moi. Vous comprenez, chez moi, ça me gêne, je refuse des domestiques, je ne suis content quand ils sont sortis. Ma secrétaire, qui est une merveilleuse secrétaire, mais enfin, nous rions toujours, je lui dis, enfin, vous allez partir. Ouf, je suis content quand elle est partie, quand je suis seul, et c'est à ce moment-là que j'ai la liberté d'esprit qui me permet de travailler. Sinon, j'ai l'impression que je suis distrait, tout ça. Henri de Monterland, j'ai lu dans une histoire de la littérature l'étude sur votre théâtre, qui était sous-titrée « Un théâtre sans amour ». Alors ça, c'est une chose énorme, comme à peu près tout ce qu'on écrit sur moi, car c'est exactement le contraire. Je ne pense pas qu'il y ait actuellement un auteur dramatique français dont le théâtre soit plus que le mien consacré à l'amour. Il y a d'abord des pièces qui sont consacrées uniquement à l'amour, celle qu'on prend dans ses bras, La ville dont le prince est l'enfant, d'autres où l'amour joue un rôle important, La Reine morte, Malatesta,
Encore là, ne parlais-je que de l'amour, ce qu'on appelait autrefois l'amour-passion, mais pour l'amour maternel, il y a une pièce qui a été aussi un four, mais enfin, il y a dedans un rôle de femme qui adore son fils et demain il fera jour, et pour l'amour paternel, il y a naturellement fils de personne qui n'est consacré qu'à cela, et il y a dans une certaine mesure la reine morte, où le roi est très déçu par son fils, ce qui prouve qu'il l'aimait beaucoup, et il y a la guerre civile, où il y a une scène entière entre le père et son fils, où le père, brusquement, ce général, se retrouve très tendre. L'attrait de l'être pour l'être est une des constantes de mon théâtre et aussi de mes romans. Et je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un public féminin qui est plus sûr et plus amical et plus nombreux que le public masculin pour me lire. Henri de Monterland, vous êtes de l'Académie française, mais il est bon de préciser que vous avez refusé d'y poser votre candidature. Vous avez tenu à ce que l'on vous sollicite. Et je me demande si ça n'est pas seulement de l'orgueil. Je n'avais aucune envie d'être de l'Académie française et on ne pose pas sa candidature à quelque chose dont on n'a pas envie. J'étais tout prêt à accepter d'en être, mais entre accepter et postuler, c'est pas la même chose, c'est très différent. J'étais prêt à accepter l'Académie française si on voulait bien me prévenir d'avance que c'était une chose faite, et c'est dans ces conditions que ça a été fait. Et lorsque j'ai été de l'Académie française, j'y vais assez régulièrement, beaucoup plus que certains de mes confrères, et j'ai fait 35 visites de remerciements. On dit toujours que je n'ai pas voulu faire des visites, mais je n'avais pas de raison de poser ma candidature à quelque chose que je ne demandais pas. Aujourd'hui, lorsque vous entrez sous la coupole, est-ce que vous êtes bien dans votre peau, Henri de Monterland? Non, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, entrer sous la coupole est une façon de parler, car je ne suis jamais de ma vie entré sous la coupole. Je ne sais même pas comment elle est faite. Vous savez que j'ai été reçu pour des histoires d'insolation qui m'ont donné une infirmité assez pénible. Et j'ai été reçu en privé et je n'ai donc jamais vu l'intérieur de la coupole. Quand on pense à Monterland, le mot orgueil prolonge toujours votre nom. Oui, et alors? Et alors? Pourquoi? Parce que les gens veulent me mettre... Est-ce une légende? Les gens veulent être désobligeants pour moi, et alors ils m'accolent toujours les choses qu'ils pensent. Je suis hautain, je crois pas être hautain, je suis solitaire, je suis pas solitaire du tout, je ne suis que trop entouré. Et être orgueilleux, je suis comme tout le monde, vous comprenez, seulement il y a des gens qui le cachent peut-être plus que moi. Ensuite, ces surnoms qu'on vous donne, moi je songe à Louis XV, qu'on a appelé le bien-aimé, et lorsqu'on est mort, on dansait sur les places publiques, ça montre à quel point il était bien-aimé, et ça montre à quel point aussi ces surnoms sont fallacieux. Tous les gens sont orgueilleux, vous savez, tous les gens qui écrivent sont orgueilleux, seulement ils le cachent plus ou moins, etc., etc. Vous méprisez les hommes? Je méprise ce qu'il y a de méprisable dans l'homme, et ça ne manque pas, et j'admire ce qu'il y a d'admirable dans l'homme. Il y a un ancien qui était, je crois, Sophocle, qui a dit, quelles que soient les choses admirables qu'il y ait dans le monde, je crois que c'est Sophocle, je vous dis ça au hasard dans la mémoire, qui est mauvaise, quelles que soient les choses admirables qui existent dans le monde, il n'y a rien de plus admirable que l'homme. Et je suis absolument d'accord avec cette phrase que j'ai citée dans l'équinoxe de septembre, c'est vous dire que je ne méprise pas les hommes. Henri de Monterland, vous avez parlé à l'instant du bien-aimé, mais on dit Monterland le solitaire, Monterland le mal-aimé. Je suis peut-être mal aimé de mes confrères, mais je ne suis pas mal aimé du public, et je ne suis pas mal aimé des gens qui m'entourent. Je songe quelquefois, j'y songeais récemment en voyant Malatesta, que je suis entouré en dehors des gens de ma famille et de mes amis. Une fois qu'on a dépassé la zone des confrères, je suis entouré d'un cercle d'amitié et de sympathie lointaine, d'inconnus, qui me font penser à ce cercle de petites lumières d'Henri Mini que Malatesta montre à Isotta à la fin du 4e acte de ma pièce. D'ailleurs, d'autre part, j'ai maintes fois écrit qu'on avait beaucoup plus besoin d'aimer. Ce qui était important, c'était d'aimer et non pas d'être aimé. Henri de Monterland, il y a un sujet grave que nous allons maintenant aborder, c'est la mort. Votre obsession de la mort est presque chez vous une passion. Étant donné mon âge, j'ai été élevé à la fin de ma jeunesse parmi la mort de mes cousins, des gens de ma famille, puisque j'avais 18 ans au moment de la guerre.
Donc je vivais en apprenant les morts de mes cousins et autres, qui étaient des familles où tout le monde se faisait tuer. Ensuite, ça a été les morts de mes camarades de collège. J'ai été 2 ans à la guerre, ça a été les morts de mes camarades de guerre. De sorte que je peux dire que j'ai été élevé dans une atmosphère de la mort. Et en même temps, dans la mesure où je pouvais fréquenter pendant l'été les milieux de tauromachie, je vivais au milieu de gens qui avaient peur de la mort et qui ne cherchaient pas à le cacher. Aujourd'hui, elle vous occupe toujours? J'ai écrit un roman qui s'appelle Le chaos et la nuit, et je crois que c'est un roman très important dans mon œuvre, où je pense que j'ai, en quelque mesure, exorcisé cette espèce de peur de la mort. J'en ai tellement parlé pendant 300 pages que maintenant, j'y pense moins. Il faut la considérer comme une compagne ou comme une ennemie, la mort? Il faut la considérer comme une chose naturelle dont des myriades et des myriades et des myriades de gens se sont accommodés depuis que le monde est monde, et il faut essayer d'avoir autant de courage qu'eux, c'est tout. Henri de Monterland, en 1949, un journal a procédé à un sondage. La question posée était celle-ci: quel écrivain français d'aujourd'hui sera le plus lu en l'an 2000? Et le résultat a été celui-ci: votre nom est arrivé en tête de ce référendum. Ça, vous savez, la météorologie est incapable de prévoir le temps 48 heures à l'avance. Alors je ne sais pas si mes confrères sont capables de prédire ce qui se passera en quoi. À l'an 2000. En l'an 2000, ils n'en savent rien. Et puis c'est fait selon l'humeur du moment, selon les amitiés, selon les animosités. Ça n'a pas beaucoup d'importance, je crois. Henri de Monterland, vous avez écrit un certain nombre de phrases qui sont percutantes à chaque fois. Par exemple, à Janco, vous disiez: j'aime la peur, c'est pour moi un excitant, un aphrodisiaque, comme les huées. Je parlais avec Janco de tauromachie, bien entendu, et nous parlions de la peur, et je faisais allusion à la peur que j'avais des taureaux, qui était en effet un grand excitant, vous comprenez. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une chose qui est très banale, puisque tout le monde nous dit l'excitation de la vitesse en auto et tout ça, vous comprenez. Je crois que n'importe qui a une espèce de goût de la peur. Vous la recherchez? Je n'ai plus maintenant l'âge de rechercher ces choses, mais il est certain que lorsque je courais après les taureaux, ou lorsque j'ai été volontaire à la guerre, puisque j'étais combattant volontaire... Vous avez été grièvement blessé, là. Oui, grièvement blessé et réformé pour cette blessure. J'avais un goût de la peur, et le sentiment de la peur est une chose qui était vigorante, vous comprenez, enfin chez certaines natures. Henri de Monterland, il y a de vous une autre phrase très importante, celle-ci: je n'ai derrière moi ni la franc-maçonnerie, ni les catholiques, ni les Israélites, ni un parti. Mais c'est exact, oui. Que voulez-vous me faire dire de plus? Cela veut dire que vous être un écrivain très indépendant, mais enfin, je peux dire que j'ai manqué beaucoup d'un parti qui me soutienne. Je n'ai pas de parti qui me soutient jamais, quoi que je fasse. Vous avez conduit votre carrière tout seul, et ça n'est déjà pas si mal. Si on peut appeler ce mot carrière, que je n'aime pas beaucoup. On peut le remplacer par quoi, le mot carrière? Son œuvre, sa vie. Sa vie. Henri de Monterland, vous avez été souvent chahuté. Et oui, j'ai été chahuté. J'ai été chahuté à la 15e représentation du Cardinal d'Espagne. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et où il y a eu 80 étudiants qui étaient emmenés au poste pour m'avoir chahuté. Ils disaient que ma pièce était poussiéreuse. Et le mot poussiéreux m'a amusé, parce que cette pièce m'avait été demandée, et j'en ai les lettres, j'en ai les télégrammes, par Jean Vilar et par Jean-Louis Barrault, qui n'ont pas précisément la réputation d'être poussiéreux ni l'un ni l'autre. Henri de Monterland, dans La Relève du matin, vous dénonciez un mal du siècle, l'adolescentisme, le juvénilisme. En 1920, oui, cela correspondait à quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis. Oui, à ce moment-là, la jeunesse était considérée comme un tabou, et le fait d'être mineur était une preuve suffisante qu'on a raison. Puisque j'ai écrit ça en 1920, il faut croire que cet état d'esprit existait déjà, ce qui me surprend un peu, car il me semblait qu'il datait très exactement de Mussolini et du fascisme, qui ont fait de la jeunesse une espèce de tabou et une exaltation de la jeunesse, tout ça parce que l'Italie voulait avoir beaucoup d'enfants. Et Hitler l'a ensuite pris à Mussolini, et Vichy l'a ensuite pris à Hitler, et nous l'avons pris à tous ces messieurs, et nous en avons hérité ce goût et cette inflation démographique qui arrange beaucoup les commerçants de toutes sortes, les commerçants de l'esprit et les commerçants de la matière, puisqu'ils ont, avec les jeunes gens,
une grande matière de consommation, de consommateurs, et c'est ainsi qu'on est arrivé à régler une partie de la vie intellectuelle sur ce que pensent des jeunes gens, parce que les jeunes gens sont des acheteurs, et on peut dire que toute la littérature d'aujourd'hui et toute la culture sont axées presque en vue de ce que pense un garçon de 18 ans, et sont marquées d'une sorte d'estudiantinisme ou même d'infantilisme qui vient simplement que l'on cherche à se mettre à la portée de très jeunes gens parce qu'ils sont l'avenir et parce qu'ils sont les plus nombreux. Henri de Monterland, nous arrivons maintenant à un sujet qui vous tient à cœur. Il s'agit de Malatesta, créé en 1950 par la compagnie Barrault et qui vient d'entrer au répertoire du français. Pierre Dux l'a mise en scène, et pour vous, je crois que c'est quelque chose de très beau. J'étais très content des représentations de la Comédie Française et de la mise en scène de Pierre Dux et du jeu de tous les acteurs, notamment d'Aminel, qui est très discuté. Moi, je suis tout à fait avec ce qu'il fait. J'aime cette pièce. Je ne crois pas que ce soit une de mes pièces qui traite les sujets les plus importants, mais c'est une pièce que je crois pleine d'humanité et pleine de jeunesse. Ce qu'on ne remarque peut-être pas assez dans cette pièce, c'est le nombre de sentiments humains qu'elle met en jeu, n'est-ce pas ? Qui sont la haine, qui sont l'amour, qui sont l'angoisse, qui sont la peur, qui sont la perfidie, qui sont la trahison, et que j'ai exprimé avec des phrases qui venaient du fond de moi-même. Et je dois dire, parce que c'est aussi une remarque que l'on m'a faite il y a quelques jours, on m'a dit, ces deux pièces ont été écrites sous l'occupation et sous la guerre. Est-ce que vous croyez que ça les a marqués? Il est certain que ce que je viens de vous dire sur la peur, sur la trahison, sur la torture qui intervient même à certains moments, sur la prison, tous ces faits ou tous ces sentiments sont des choses que l'on ressentait plus violemment sous l'occupation, puisqu'on était menacé soi-même. Et il est en effet digne de remarque que La Reine morte et que Malatesta soient des pièces écrites pendant un état de guerre, car sont toutes les deux des pièces assez atroces. 1944, Malatesta. J'ai écrit Malatesta en 43-44. Mais quelles sont les circonstances qui vous ont amené à écrire cette pièce? D'abord un hasard qui m'a fait lire dans un livre de Jean-Louis Vauloyer, qui était mon ami, une page sur Malatesta. Et puis dans cette page, j'ai vu un personnage qui allait pour tuer un pape, et qui, arrivé devant ce pape, les choses s'arrangent si bizarrement qu'il se met à ses genoux et il lui demande de se confesser. Et j'ai reconnu avec une certaine émotion que c'était exactement l'épisode que j'ai ensuite romancé et mis au théâtre. C'était l'épisode de Sainte-Croix que j'ai vécu. Et ça m'a tout de suite attaché à ce personnage qui va en ennemi voir quelqu'un et puis qui finalement agit par générosité. Et ce n'est pas fini. Dans les deux cas, dans le cas du collège, l'abbé en question, nous appelons dans la pièce l'abbé de Prats, en effet, accepta que je fus gentil avec lui et tout ça, mais c'était pour me tendre un piège, que vous connaissez, puisque vous connaissez la pièce, et pour me tendre un piège dans lequel je tomberai, pour qu'il puisse garder le petit soulier sous sa coupe. Et dans le cas du pape, de Malatesta, c'est exactement la même chose. Il est très gentil avec Malatesta, tout a l'air de s'arranger, mais il lui tend un piège pour le prendre sous sa coupe et l'empêcher d'être dangereux. C'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Quand j'ai vu ça, et ensuite quand j'ai vu que le personnage avait toutes sortes d'extravagances que j'ai moi-même, qu'il était accusé à tort de toutes sortes d'extravagances, vraiment je me suis dit que c'était un bonhomme qui était fait pour moi, et j'ai écrit cette pièce avec beaucoup de plaisir, et je dois dire que j'aime beaucoup le personnage de Malatesta. Cocteau, je vous le dis rapidement en passant, Cocteau a écrit sur le programme de Malatesta de Maurice Bedel, Monterland est l'aigle à deux têtes. Une de ces têtes est celle de Malatesta, l'autre celle du maître de Santiago. Et c'est très juste, et c'est de la critique d'écrivain qui est la meilleure critique, parce que ça dit en deux lignes ce que d'autres personnes auraient mis 6 pages à développer. Vous comprenez? Il y a en effet une partie malatestienne en moi et une partie très sérieuse, très grave et très rigide, qui est la partie Santiago. Henri de Monterland, donc si je comprends bien, pour neutraliser un personnage, il faut d'abord lui donner l'impression qu'on l'aime beaucoup. Ah, c'est pas une impression, je crois qu'il faut aimer beaucoup ces personnages, vous savez. Moi, j'aime beaucoup mes personnages, à un point qu'ils me hantent, et que je me dis souvent que sur mon lit de mort, ce ne seront pas, comme Malatesta, les spectres des Romains qui viendront
m'assister, mais ce seront les personnages de mes pièces et de mes romans auxquels je penserai et qui seront à mon chevet à l'heure de la mort. Ça, je le crois, et je le crois aussi. Je suis si attaché à ces personnages que lorsque c'est un personnage historique et que j'ai l'impression que je le trompe dans ce que j'écris, j'en suis gêné. Vous comprenez, souvent, le personnage de la sœur Angélique de Saint-Jean de Port-Royal, je me dis, ben, elle est au ciel, mais si elle lit Port-Royal, si elle a le temps de lire Port-Royal, elle doit être furieuse, vous comprenez, elle doit dire, c'est pas ça, il n'a rien compris, etc. Henri de Monterland, dans votre roman Les Garçons, vous éclairez d'une manière très personnelle la pédagogie cléricale. Les deux prêtres que vous mettez en scène sont-ils sortis tout entiers de votre imagination? Non, aucun personnage d'un auteur de fiction, aucun personnage de roman ou de théâtre ne sort en entier de son imagination, sauf des personnages secondaires. Mais les protagonistes sont presque toujours des modèles. Mais ces modèles sont tellement arrangés, tellement triturés, tellement changés que ça finit par ne plus ressembler du tout au modèle. Je m'en vais vous citer une comparaison que je cite beaucoup. Alors peut-être que vos auditeurs l'ont déjà entendu. Je compare ce travail à ce qui se passe dans une bassine, je crois, d'étain, dans lesquelles il y a de l'eau, de sorte que l'eau est noire. Vous vous penchez dessus, vous voyez votre visage très bien, puis vous faites ça simplement avec la main, et vous voyez une espèce de visage qui est ridicule, qui est complètement déformé, qui n'est plus du tout le vôtre, et dont cependant le fond est le vôtre. Ça me paraît une image très exacte de ce qui se passe pour la création, où on part de quelqu'un et on arrive à autre chose qu'autre. On part pour décrire une puce, et on s'aperçoit qu'on a décrit un éléphant. Vous comprenez, c'est un petit peu quelque chose de tout à fait différent. Henri de Monterland, que pensez-vous réellement de l'enseignement libre? Je ne peux le juger que sur des souvenirs datant d'environ une soixantaine d'années. Je crois donc que c'est extrêmement différent. J'ajoute que mon expérience a été très courte, car on s'imagine que je suis resté très longtemps dans les établissements religieux. Je suis resté 1 an et 1 mois, 13 mois, je crois, comme externe libre dans une maison religieuse. C'est l'expérience la plus mince qu'on puisse avoir, et qu'elle m'ait marqué comme elle m'a marqué prouve justement, comme tout au moins sur certaines natures, un établissement religieux de cette époque, vous voyez que je fais les nuances, pouvait donner une impression forte et avoir une imprégnation forte. Mais je ne connais pas du tout l'enseignement d'aujourd'hui. Je pense qu'en général, cette expérience est bonne, et tous les hommes que je connais, qui ont passé par les écoles religieuses, on a tous gardé de bons souvenirs. Henri de Monterland, peut-il exister des relations coupables entre les enseignants et leurs élèves? Mais évidemment, ils peuvent. Tout est possible. Nous avons vu l'histoire de cette malheureuse jeune femme qui s'est suicidée il y a 1 an. Ça peut naturellement exister. Aussitôt qu'il y a des êtres jeunes et à côté des êtres moins jeunes, il est possible qu'il y ait des relations qui ne soient pas celles qu'on attend d'un professeur. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en ce qui concerne l'abbé de Prats, qui est le héros de mon roman, il est affirmé à au moins 5 ou 6 reprises par différents personnages, tantôt le supérieur, tantôt le plus grand des garçons, ou tantôt le plus jeune des garçons, dont le jugement est encore plus sûr, puisque eux parlent en camarades. Il est affirmé qu'il n'a jamais voulu que du bien aux plus jeunes, et que tout s'est passé uniquement dans son cœur. Henri de Monterland, les premières pages des Garçons ont été écrites en 1929. À ce moment-là, vous aviez en tiroir la version enfantine, composée à 17 ans, de La Ville dont le prince est un enfant. Vous avez inscrit le mot fin des Garçons en 1967. Est-il possible de réunir ainsi, hier et aujourd'hui, et de laisser passer tant de temps? Ben, c'est possible puisque je l'ai fait. Oui, bien sûr. Mais j'ai eu, comme vous vous en doutez bien, j'ai travaillé beaucoup sur documents. Quand j'étais un adolescent, j'étais déjà très graphomane. Je tenais un journal, j'ai eu des lettres des prêtres, j'ai eu ma correspondance avec le jeune camarade qui paraît aussi dans le roman, et tout cela m'a servi. Et j'ai pris des notes, je peux dire, toute ma vie sur ce sujet, comme j'en prends des notes d'ailleurs sur d'autres romans que je compte écrire, si la vie me le permet. Henri de Monterland, l'innocence et la complicité de l'enfance et de la prime adolescence n'ont jamais été évoquées avec tant de tendresse, de ferveur et de précision que dans Les Garçons. Êtes-vous directement concerné?
Oui, évidemment, puisque je viens de vous dire que j'écrivais sur des souvenirs. Donc je suis concerné dans la mesure où j'écrivais d'après ces souvenirs et d'après les sentiments qui avaient été très forts et qui étaient restés en moi très vifs. Alban de Bricoule ressemble terriblement à Monterland, enfin on le sait. Mais ça, oui, c'est l'évidence même, n'est-ce pas? Oui. Avec beaucoup de choses qui ne sont pas du tout de moi. Et quand je dis de moi, je dis quand ces modèles que l'on prend, vous comprenez, quand on prend un modèle, non seulement on lui emprunte des choses qui peuvent être de lui, mais on lui emprunte aussi des choses qui peuvent être complètement antinomiques à ce qu'il pense, n'est-ce pas? Henri de Monterland, le milieu du collège s'oppose-t-il souvent ou toujours au milieu familial? Chez moi, n'est-ce pas, lorsque moi j'étais enfant, mon milieu familial était le milieu que j'opposais à celui du collège et je prenais toujours le parti du collège. C'était une espèce de disposition, mais ce n'est pas du tout, je crois que c'est surtout un cas d'espèce. Vous avez des familles où il n'y a nullement cette espèce d'animosité entre le collège et la famille, bien que depuis que j'ai écrit Les garçons et la ville dont le prince est l'enfant, pas mal de personnes m'ont dit aussi dans des lycées laïques, dans les lycées, le professeur avait une certaine tendance à dire que les parents, n'est-ce pas, à mettre de côté les parents. Et puis alors il y a aussi aujourd'hui, naturellement, vous le savez mieux que moi, il y a une certaine opposition entre la famille et la jeunesse. Enfin ça c'est un cas tout à fait particulier. Enfin moi il y avait une opposition que j'ai créée entre ma famille et le collège, mais ça n'empêche pas que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais extrêmement bien avec ma famille et que ma famille, ma mère surtout, en me permettant de raconter mes histoires du collège et tout ça, continuait, si vous voulez, à la maison, l'atmosphère du collège. Henri de Monterland, reprendriez-vous à votre compte le mot fameux de Gide, famille, je vous hais? Ah, pas du tout, n'est-ce pas? Je viens de vous dire justement que ma famille, que j'ai été très bien avec ma famille, et je n'ai aucune raison de reprendre ce mot, et je crois qu'on peut être extrêmement bien avec sa famille en même temps qu'on l'est avec le collège. Quelle différence faites-vous entre l'adolescent d'autrefois de François Mauriac et vos garçons? Ah, je fais une différence essentielle et que personne n'a faite, c'est que moi, je dépeins des garçons de 16 ans. Je n'ai pas dans la tête le roman de Mauriac, que j'ai pourtant lu, mais il n'a sûrement pas 16 ans, il doit avoir 19 ou 20 ans. Or, à cette époque de la vie, entre un garçon de 16 ans et un garçon de 19 ans, il y a une immense différence. De sorte que je ne crois pas en réalité que le livre de Mauriac, que le titre réponde bien à son propos. Ce n'était pas un adolescent qui l'a raconté. Ce climat d'amitié particulière devrait vous rapprocher de Roger Perfit. Mais ce climat, tous les auteurs qui traitent le même sujet sont évidemment rapprochés par une sorte de lien de famille. La tauromachie entre Blasco Ibáñez, Hemingway, Joseph Perret et Jean Cau, il y a une sorte de famille parce que nous avons traité le même sujet et que donc nous connaissions bien le même sujet. Il y avait, quand j'étais enfant, il y avait d'un certain Esbach un livre qui s'appelait Dédé, que tout le monde se passait sous le manteau, qui était une histoire d'amitié particulière. Il y a eu Anton Ramon, qui est pour moi le plus beau livre qui a été écrit sur ce sujet, qui a été écrit par un professeur de l'école Sainte-Croix quand j'y étais, mais qui n'était pas mon professeur et que je n'ai pas connu. Un très beau livre. Le type a été tué à la guerre. Il y a eu Le cahier gris de Martin Dugard. Et après la guerre, il y a eu une mode de livres sur les amitiés particulières, mode qui a complètement disparu. Et il y a donc évidemment une sorte de famille de gens qui connaissent ce sujet, qui en ont parlé ensemble. De La ville dont le prince est un enfant, un critique américain a dit « Cette pièce fascine les femmes comme le serpent fascine les poulettes ». Êtes-vous étonné? Eh bien, j'ai remarqué, en effet, au début, avec un certain étonnement, que les femmes étaient plus intéressées en général que les hommes par La ville dont le prince est un enfant, qui cependant est une pièce qui ne s'occupe que des hommes et des garçons. J'ai cherché à comprendre pourquoi, et récemment, j'en parlais avec Jean Dutour, qui est un ami, qui est un confrère dont j'estime beaucoup le talent et avec qui nous sommes amis. Et il me disait qu'il avait posé la même question aussi à une dame. Il lui avait dit « Mais pourquoi est-ce que vous aimez tant cette pièce ?» Et elle avait répondu « Parce qu'on ne s'y occupe que de l'amour. » Et Jean Dutour me disait « Vous êtes le seul écrivain, vous êtes le seul auteur dramatique en ce moment-ci, depuis de longues années, de qui on joue une pièce qui soit une pièce d'amour à Paris.
on joue des pièces érotiques, mais des pièces d'amour du cœur, d'amour-passion, vous êtes le seul. Ma foi, je n'avais pas beaucoup pensé à ça. J'avais seulement en effet remarqué que dans la correspondance que j'ai reçue, il y avait une presque unanimité de femmes à s'intéresser à la ville, et alors qu'il y avait des hommes qui en raclaient. Et un ami que j'ai, qui était espagnol, m'a dit qu'en Espagne, c'était exactement la même chose, que les femmes marchaient, si j'ose dire, que les hommes raclaient. Et puis alors ensuite, j'ai pensé plus simplement que les salles de théâtre sont composées surtout de femmes plus que d'hommes, que je crois que ça doit être la même chose dans toutes les salles de théâtre. Il y a, je crois, en France, plus de femmes que d'hommes. Vous devez savoir ça aussi bien que moi. C'est vrai. C'est exact. C'est exact. Alors, le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans les scènes de la ville n'a en fond rien d'extraordinaire. Et je me demande si tout ce que j'ai pu penser là-dessus ne partait pas au fond d'une donnée fausse, c'est qu'il y a plus de femmes qui lisent que d'hommes. Vous avez dit, Henri de Monterland, quand j'aurai l'âge de Mauriac, il a 84 ans, vous en avez 74, je serai à la retraite. Encore un coup de griffe. Non, permettez, ça, je vous défie, je vous mets au défi de me dire où j'ai écrit cela. Je n'ai écrit pas du tout cela. Je ne vais pas donner ma source. Vous l'avez écrit, vous avez lu cela? Oui, j'ai lu cela. Ça m'étonne beaucoup. Vous me l'enverrez par écrit. Oui, absolument. Oui, envoyez-moi par écrit parce que je trouve au contraire... C'est même un grand titre en tête de page. Ah bah alors, si c'est un titre, il n'est pas de moi. C'est le journaliste qui l'a dit. Non. Parce que je trouve au contraire, si j'ai aimé le roman de Mauriac, je ne veux pas dire que je l'ai aimé follement, mais je l'ai aimé. Et je trouve que, ayant écrit ça à 83 ou à 84 ans, si je suis encore vivant à cet âge, je serais bien content de l'avoir écrit. Donc c'est extrêmement loin. Quant à l'idée de retraite, j'ai fait une sorte de retraite, je l'ai écrit, j'ai fait une sorte de retraite en me retirant du monde en l'année 54 quand a paru Port-Royal, mais l'idée c'était une retraite du monde, une retraite de toutes sortes de choses. Mais l'idée d'une retraite à la fin de la vie, c'est autre chose, n'est-ce pas? Non, ça, alors là, vous me prêtez, je crois, un mot que je n'ai pas dit ou j'ai dit tout à fait dans un autre sens. Mais de toute manière, vous n'aimez pas Mauriac. Nous sommes, disons, avec Mauriac, nous sommes des frères ennemis. Tantôt, nous nous faisons des charmants sourires, il m'envoie des lettres très gentilles. Tantôt, il agit mal avec moi, il a en effet souvent mal agi avec moi. Je crois que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, j'ai plus de charité que Mauriac. Quels sont les big men de la littérature? Mauriac, là, Malraux, Sartre? Non, là, vous me posez des questions dans lesquelles je désobligerais sûrement certains confrères qui sont de mes amis si je vous disais quels sont les big men. Il est certain que vous en parlez de trois qui sont certainement des big men, il faut employer cette expression, mais il y en a aussi d'autres, mais enfin il vaut mieux ne pas en faire de choix. Ce choix laisse toujours de côté des gens et c'est pas gentil. Henri de Monterland, est-ce aux carnets que vous accordez le plus d'attention? À vos carnets, vos fameux carnets? Les carnets sont des pierres tombées d'un édifice qu'on construisait, qui sont les œuvres construites, pour employer le même mot. Je note tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me frappe. Ensuite, quand j'écris une œuvre, je relis la plus grande partie des carnets et je place dans cette œuvre construite, je place des phrases tirées des carnets. Et ce que je publie comme carnet, c'est ce qui n'a pas trouvé sa place dans l'œuvre construite. Mais c'est un journal quotidien, comme moi je crois en écrivent beaucoup de mes confrères. Vous en avez des caisses pleines. J'en ai pas des caisses pleines, mais enfin j'en ai beaucoup. J'ai commencé à tenir cette espèce de... Je ne parle pas du journal intime, je parle de ce carnet de notes. J'ai commencé en 1925. C'est vous dire que c'est pas d'aujourd'hui et que j'en ai encore, si je voulais, plusieurs tomes à publier. En 1940, Henri de Monterland, vous avez suivi une certaine politique. La croix gammée était la roue solaire. Vous proclamiez alors votre loyalisme envers l'œuvre salubre du maréchal Pétain. La roue solaire était le symbole de la croix gammée. Bon, c'est entendu. Elle était aussi le symbole du soleil qui ne se couche que pour reparaître le lendemain. Et ce mythe, car c'est encore à l'époque où j'avais une sorte de poésie dans l'esprit qui se concrétisait en mythe, cette sorte de mythe est celui qui est expliqué très longuement et très clairement dans le solstice de juin. Ce soleil qui se couche pour reparaître le lendemain, c'était le symbole de la France qui décline en 1940 pour se relever plus tard. Tout cela est écrit noir sur blanc et extrêmement clair pour quiconque veut le lire, et ça peut être lu facilement puisque le solstice de juin a été recueilli dans ma Pléiade des essais qui se trouve dans toutes les librairies. Henri de Monterland,
Quel est votre défaut le plus cruel? Le manque de mémoire. Que regrettez-vous de votre vie? Je ne regrette rien. J'ai eu tout ce que je voulais avoir, mais il est vrai que j'ai toujours été sans ambition et que j'ai des goûts simples. Cette vie, l'imaginiez-vous aussi brillante? Je n'imagine pas surtout l'épithète de brillante accolée à ma vie. Je trouve que ma vie est plutôt une vie obscure, c'est ce que je souhaite. Vous êtes seul, Henri de Monterland, mais n'êtes-vous pas malheureux? Premièrement, on n'est pas forcément malheureux parce qu'on est seul. Deuxièmement, je ne suis pas seul. Et troisièmement, je ne suis pas malheureux. De sorte qu'il me semble avoir répondu à votre question assez rapidement. Pourtant, vous n'aimeriez pas mourir seul, alors que vous dites que vous êtes très entouré. Ah, je monte, pardon, mais là, je n'ai pas les textes sous les yeux, mais j'ai des textes qui sont du temps de ce qu'on appelle les voyageurs traqués, c'est-à-dire de 1927 ou 1928, dans lequel je dis, tout ça, je vous dis ça de mémoire, je dis que je voudrais, la meilleure mort que je voudrais avoir est dans une chambre d'hôtel, lointaine et inconnue de tout le monde. Et dans mes carnets, j'ai aussi parlé de la mort solitaire que je voudrais avoir, qui est perdue, je me rappelle l'image, perdue comme un soldat qui meurt dans un lointain trou d'obus. Henri de Monterland, est-il facile de vieillir lorsqu'on s'appelle Monterland et lorsqu'on a sacrifié comme vous au sport? Je trouve que cela n'a aucun rapport, n'est-ce pas? Il y a un âge pour faire du sport et un âge pour vieillir. Il en est ainsi pour tous les autres humains qui ont eu un âge où ils ont fait toutes les choses de jeunesse et un âge pour toute la vieillesse. Les choses de la vieillesse, je crois qu'il est difficile de vieillir, c'est entendu. Ce n'est facile pour personne et je crois qu'il y a beaucoup de détresse et de désespoir caché que les gens cachent par pudeur. Mais pour un homme qui a lu sur la vieillesse beaucoup, des anciens, qui a beaucoup pensé à ça toute sa vie, je crois que ça se résume dans deux mots qui sont courage et raison. De moins pour ceux qui ont eu une vie heureuse, car ceux qui ont eu une vie malheureuse, il peut même ne pas y avoir besoin de courage. Enfin, pour ceux qui, comme moi, ont eu une vie heureuse, il faut un certain courage. Et il faut surtout la raison qui permet de se dire qu'après tout, on passe par où tout le monde passe et a passé. Henri de Monterland, si vous deviez résumer votre théâtre? Je vous dirais, n'est-ce pas, ce n'est pas facile à résumer, mais je vous dirais, par exemple, le maître de Santiago, le cardinal d'Espagne, aborde la question essentielle du sens de la vie. La guerre civile est une sorte de méditation à plusieurs personnages sur la mort, le meurtre, le suicide, dans le cadre de la patrie. La ville dont le prince est un enfant, fils de personne, pose la question des rapports entre maître et élève, entre père et fils. Dans Malatesta, le projecteur est braqué sur deux faits psychologiques qui sont les véritables sujets intérieurs de la pièce. L'un est l'aveuglement général des êtres. Dans Malatesta, tout le monde se trompe, tout le monde vit à tâtons. L'autre sujet, c'est qu'il s'agit d'un homme fort qui se croit plus fort qu'il n'est. Malatesta est un des nombreux personnages de mon théâtre et on ne l'a pas assez remarqué, ce sont des gens qui craquent. Henri de Monterland, ma dernière question, une seule réponse. Êtes-vous un homme d'aujourd'hui? Je vous répondrai, je suis un homme de toujours, mais c'est extrêmement prétentieux. Je dirais que je suis un homme d'aujourd'hui, puisque je vis aujourd'hui. Mais je n'attache pas une importance immense à l'actualité. Et là, je vous renverrai aussi, si ma mémoire ne trompe pas, un texte qui a dû être écrit vers 1934, qui est en tout cas recueilli également dans la Pléiade des essais, où je dis, je vous cite ça de mémoire, je dis à peu près, je n'ai pas de raison de m'intéresser plus